Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi à la primature sous la présidence du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra. À l'ordre du jour, l'adoption des projets de texte et des nominations. Le Conseil des ministres, c'est avec vous, Ibrahima Djambeli. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant l'adhésion du Mali au deuxième protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté le 26 mars 1999 à la Haye, aux Pays-Bas. À la suite des destructions massives des biens culturels durant la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a adopté à la Haye en 1954 un instrument juridique à vocation universelle exclusivement axé sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, appelé Convention de la Haye de 1954. Le Mali y a adhéré en 1961. La Convention a été complétée par un premier protocole dans le but de prévenir l'exportation des biens culturels d'un territoire occupé et d'exiger le retour de ces biens dans l'état dont ils ont été exportés. La destruction des biens au cours des conflits qui se sont déroulés à la fin des années 1980 et au début des années 1990 a mis en évidence la nécessité d'améliorer le système existant de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le deuxième protocole de la Convention adopté le 26 mars 1999 précise et complète les modalités d'application de la protection prévues par la Convention, institue un nouveau système de protection renforcé, introduit un mécanisme complet de responsabilité pénale individuelle et prévoit que les biens culturels soient aussi protégés dans les cas de conflits armés à caractère non international. L'adoption du présent projet de loi est une étape nécessaire à l'adhésion du Mali au dit protocole. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 9 mars 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, BIDC, pour le financement partiel du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Séléngué, PDI-BS, phase 1. Par le présent accord, la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consent à la République du Mali un prêt d'un montant de 6 738 316 unités de compte, soit 5 milliards de francs CFA environ. Ce prêt permettra, dans le cadre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué, l'aménagement et la mise en valeur de 85 000 hectares de terre dans la vallée du bassin du Bani et du Sankarani. Le programme vise, entre autres, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et la recherche de la sécurité alimentaire. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation de parcelles de terrain au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Par le projet de décret adopté, il est affecté au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire les parcelles de terrain objet des titres fonciers suivants. Titre foncier numéro 42 441 de Kati, d'une superficie de 5 hectares, 86 ar, 84 centiares, 6 à Djalakorobougou, Moutourula, dans le cercle de Kati. Titre foncier numéro 42 442 de Kati, d'une superficie de 112 hectares, 49 ar, 72 centiares, 6 à Djalakorobougou, Moutourula, dans le cercle de Kati. Les dites parcelles de terrain sont destinées au recasement des populations de la commune 5 du district de Bamako, touchées par les travaux de réhabilitation et de lotissement des quartiers de Kalabankoura Sud, Extension, Bako, Dikoroni, Sabalibougou et Daoulabougou.
au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Jeunesse, du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le secrétaire général, Abel Diarra, magistrat, chef de cabinet. Ibrahima Dambélé, ingénieur des sciences appliquées, conseiller technique. Amadi Gansiri Bachili, administrateur des arts et de la culture. Baba Samba Mahaman, administrateur civil. Youssouf Koulibaly, administrateur civil. Djibril Angoïba, inspecteur des services économiques. Madame Oumou Dambélé, administrateur du tourisme. Chargé de mission, Philippin Diakite, journaliste. Madame Diop Binta Diallo, diplômée en sciences et techniques de l'information et de la documentation. Moulay Assantal, éducateur spécialisé. Voilà, Ndeye Sissoko, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Bonne suite. Ibrahima, le président de la transition, le professeur Diankouna Traoré, est parti cet après-midi à Paris. Dans la capitale française, le chef de l'État subira des soins médicaux pour lesquels un rendez-vous avait été pris depuis de longue date. À cette occasion, le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, Amadou Touré, a fait une déclaration que nous vous proposons de suivre. Il est au micro de notre reporter Oumar Kouressi. Le président de la transition, Diankouna Traoré, a quitté Bamako ce mercredi après-midi à destination de Paris. Le président de la transition a honoré un rendez-vous médical fixé de longue date. Par un malheureux hasard des événements, son déplacement dans la capitale française survient 2 jours après l'attaque perpétré contre lui par des manifestants incontrôlés alors qu'il se trouvait dans son bureau. Le président de la transition reviendra au pays dès que son médecin avisera. À ce sujet, le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui a présidé ce mercredi le Conseil hebdomadaire des ministres, a réitéré la condamnation par le gouvernement de cette attaque inadmissible. Autre condamnation parvenue à notre rédaction, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, l'Alliance pour un Mali prospère AMP, le parti ANC Mali, la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RE, SNAS face au RE, la Convention social-démocrate CDS Mogoti-Guia, la Convergence pour le développement du Mali CODEM, le Front africain pour la mobilisation de l'action FAMA, la Force citoyenne et démocratique FCD, le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS, le RDS, le Parti du renouveau démocratique et du travail PRDT, le Mouvement patriotique pour le renouveau MPR, l'Union pour la démocratie et le développement UDD, le Parti uni pour la République PUR, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA face au Digui, le Rassemblement malien pour le travail RAMA et le parti Yelema Le Changement. Tous ces partis politiques condamnent fermement l'agression dont a été victime le président de la transition, Diankouna Traoré. Il demande que la lumière soit faite sur les circonstances de cet acte inacceptable et souhaite un prompt rétablissement au président. Signature cet après-midi d'une convention d'établissement entre le gouvernement du Mali et la société Ndiaye et Frères. Elle porte sur l'implantation d'une cimenterie intégrée à Mayel dans le cercle de Nioro en première région. La SNF-SA entend produire plus de 600 000 tonnes de ciment par an. Reportage de Ibrahima Traoré. Le gouvernement du Mali et la société Ndiaye et Frères signent une convention pour la réalisation d'une cimenterie à Mayel dans le cercle de Nioro en première région. Le projet coûtera 71 milliards de francs CFA. Il est attendu une production de 608 000 tonnes de ciment par an. Le projet prévoit la création de 226 emplois permanents. L'entreprise familiale El Hadj Seydou Ndiaye, créée depuis 1968 à Koutiala, a donné d'abord naissance à la société Ndiaye et Frères, SNF-SA, dont le capital actuel est de 1,8 milliard de francs CFA. Puis ensuite, au groupe SNF, composé de 5
unités industrielles dans les domaines des hydrocarbures, des transports, de l'industrie alimentaire, de l'alimentation bétail et de la savonnerie. Il nous plaît de prendre solennellement ici, en votre présence, l'engagement à ne ménager aucun effort pour que notre ciment, le ciment de la nouvelle usine, soit à la portée de tous les Maliens au prix imbattable de 80 000 francs CFA la tonne et sur le territoire national avant la fin de l'année 2014. La mise en œuvre du projet devra contribuer au renforcement de l'offre locale de ciment, à la diversification minière ou encore à la transformation industrielle du calcaire, une matière première dont le Mali dispose en quantité abondante, dira le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Ces réserves de calcaire, selon les statistiques disponibles, sont estimées à plusieurs centaines de millions de tonnes sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une belle illustration du dynamisme et de la détermination de nos opérateurs privés en ces moments où la nation malienne traverse une crise socio-économique. Au regard des nombreux effets du projet sur l'économie malienne, il me plaît d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements au président directeur général du SNF, M. Seydou Ndiaye. C'est le lieu pour moi de saluer le secteur privé malien dans son ensemble pour leur foi au Mali et pour l'excellent partenariat qu'il entretient avec le gouvernement. L'exécution du projet sera assurée par la société Norinco de la République populaire de Chine. Le délai prévisionnel d'implantation de l'usine est de 24 mois. Ces autres communiqués apportés à votre attention, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'Observatoire des droits humains et de la paix OHDP, le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes, l'Association des juristes maliennes, AJM, le mouvement Monde sans guerre et sans violence Mali, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, la Fédération des associations pour le développement des communes de l'Interfleuve, la Coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, la Coordination des associations et mouvements de soutien à Modibo Sidibé, l'Association des anciens militants et sympathisants de l'UNEM et le Conseil national de la jeunesse du Mali. Tous condamnent l'agression perpétrée contre le président de la transition, Dioncouna Traoré, demandent que les auteurs soient poursuivis et appellent tous les dignes fils de notre pays à s'unir pour l'intérêt supérieur du Mali. Tous souhaitent un prompt rétablissement au président. L'Association des municipalités du Mali, AMM, était elle aussi ce matin face à la presse à son siège. Principal sujet, l'aide que les municipalités du Sud entendent mobiliser pour leurs sœurs des régions du Nord. Il s'agit d'apporter à ces communes un appui en nature et en espèces pour aider les collectivités à surmonter les difficultés. Le reportage de Boubacar Sissoko. L'Association des municipalités du Mali, AMM, veut à travers les communes du Sud apporter son concours à celles des régions du Nord occupées. C'est la principale information qu'elle a donnée ce matin au cours d'une rencontre avec la presse. L'AMM aidera les communes des régions du Nord, notamment les 85 maires, restés sur place avec les populations. Ce n'est pas un soutien verbal. Nous avons demandé à chacune des communes du Sud, notamment la mienne par exemple, je donne comme exemple, de pouvoir donner annuellement, c'est symbolique peut-être, mais au moins 1 million de francs CFA à Tombouctou et à Guelok. Samedi dernier, le maire de Nioro du Sahel, avec la présidente du conseil de cercle de Nioro du Sahel, ont décidé que toutes les communes du cercle de Nioro appuient l'ensemble des communes du cercle de Douaza. Cette solidarité agissante de l'Association des municipalités du Mali a été saluée par les maires déplacés des communes du Nord, ici à Bamako. Selon eux, il reste encore d'autres besoins urgents. Tout le grain qui est parti la dernière fois a été divisé en 2 parties en sardines. Une partie est envoyée en brousse, je ne sais où. La deuxième partie est gardée dans des magasins pour être distribuée aux populations du Nord, justement, qui sont de leur bord. Dans cette crise, on ne parle que de Gao, on ne parle que de Kidal, on ne parle que de Tombouctou, en oubliant la porte d'entrée qui est Douaza.
et qui est durement frappé par cette crise. Quand il s'agit de parler ou envoyer des dons, nous, on est écartés. Donc, l'autre jour, on a envoyé 200 tonnes. La population de Douanza, impuissante, est sortie assister les passages de 200 tonnes sans rien avoir. Pour le président de l'Association des municipalités du Mali, Boubacar Ba, l'espoir demeure toujours afin que le Mali retrouve son unité et son intégrité territoriale, mais à condition que les Maliens se ressaisissent. Pour une sortie de crise, la culture peut être aussi une alternative crédible. C'est du moins la conviction de l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali. C'est pourquoi l'Union envisage l'organisation de 2 concerts humanitaires. Les fonds collectés seront destinés aux populations du nord du Mali. L'information a été donnée aux journalistes ce matin au cours d'une conférence de presse au Mofou, suivie par Mohamed Diarra. Aucun sacrifice n'est de trop pour sauver le Mali qui traverse une période de crise sans précédent. C'est dans cet esprit que le monde des artistes décide d'apporter sa pierre à la résolution de la crise. D'abord, le plus urgent est l'assistance aux populations du Nord. Pour ce faire, l'Union des associations artistes, producteurs et éditeurs du Mali organisera 2 concerts humanitaires les 21 et 30 juin prochains. Les fonds collectés serviront à l'acquisition des vivres et des médicaments pour la population du nord du Mali. Une manière de démontrer que la culture peut être un facteur de sortie de crise. On peut dire que la solution est culturelle, parce que le Mali est un pays beaucoup basé, où les solutions sociales sont basées sur la culture. Donc, et aussi, les artistes n'ont pas de fusil. Nous, on n'a que nos langues et nos façons de faire et nos façons de chanter. Donc ça va direct au cœur. Cette initiative des artistes du Mali est soutenue par l'agence de communication Audacity, le Fonds de solidarité nationale et la Croix-Rouge malienne. Nous avons quelques expériences en matière de mobilisation de fonds, notamment lorsqu'il y a eu le problème politico-militaire en Côte d'Ivoire et que nous avons enregistré le retour massif des Maliens de ce pays-là. Nous avons engagé une opération de collecte de fonds, mais bien avant cela, nous avons eu quelques expériences de mobilisation de fonds dans le pays. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous accompagnons aujourd'hui cette initiative des artistes. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour réussir ce pari. Nous nous inscrivons dans une démarche de transparence, d'où l'idée de la mise en place du compte bancaire qui, je le rappelle, n'est pas au nom de la société, mais au nom de la Croix-Rouge, afin que cette dernière puisse intervenir de façon rapide pour porter assistance. Le premier concert dénommé Soirée VIP aura lieu le 21 juin au Centre international de conférence de Bamako. Il sera marqué par un téléthon. Le méga concert est prévu pour le 30 juin au stade Omnisport. Comme on le dit, s'il est vrai que la musique adoucit les mœurs, cette initiative des artistes doit être le point de départ de réconciliation des cœurs et des esprits. Hors de nos frontières, les Égyptiens se sont rendus massivement aux urnes ce mercredi pour élire le successeur d'Hosni Moubarak. Les Égyptiens ont donc répondu à l'appel de cette première élection présidentielle depuis la chute du président Moubarak. Le président élu d'Égypte aura pour tâche de réconcilier les Égyptiens. Devant les bureaux de vote pris d'assaut dès les premières heures de la matinée au Caire, 2 files d'attente bien distinctes. D'un côté des hommes et de l'autre des femmes. Des Égyptiens séparés par le sexe, mais unis par le rêve, celui de porter à la tête de leur pays un vrai bâtisseur. Nous voulons la personne qui est la mieux qualifiée pour revitaliser notre pays afin qu'il devienne le meilleur au monde, parce que nous avons un grand pays. Pour le moment, aucune indication officielle sur le taux de participation. Mais d'après la plupart des observateurs internationaux, les Égyptiens se sont massivement mobilisés pour la première élection présidentielle libre et démocratique de l'histoire de leur pays. À 75 ans, le diplomate Amrou Moussa est le doyen des candidats. S'il plaît à Dieu, la démocratie donnera à l'Égypte un président que la majorité des électeurs aura choisi. Et nous entamerons la reconstruction de l'Égypte. Ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amrou Moussa figure parmi les favoris pour ce scrutin historique. Tout comme Aboul Foutou, soutenu par certains groupes salafistes.
Cet ancien leader de l'aide progressiste des frères musulmans met en garde contre la fraude. Nous devons respecter les résultats des élections, à condition que les élections soient libres et justes et qu'il n'y ait aucune interférence extérieure. Je suis sûr que nous allons tous soutenir n'importe quel président élu, à condition qu'il n'y ait pas de tripatouillage. De tous les candidats en lice, Mohamed Morsi est celui qui semble le mieux placé. Cet ingénieur civil de 60 ans est le porte-étendard des frères musulmans dans la course à la présidence de la République. Il est arrivé largement en tête du vote des Égyptiens vivant à l'étranger. Ajoutons que les Égyptiens sont également attendus demain aux urnes, toujours dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle. Plus au sud, sur le continent, le Rwanda parie sur l'énergie solaire. L'énergie renouvelable est utilisée dans presque tous les domaines. En santé, par exemple, le fonctionnement de certains hôpitaux qui étaient obligés de s'éclairer à l'aide de lampes, de bougies ou encore de lampes à pétrole. Depuis 2007, l'énergie solaire au Rwanda, c'est tout un dispositif. Ruhengeri, dans le nord du Rwanda. Voici le petit hôpital local. Petit mais moderne. Ici, tout fonctionne grâce à l'énergie solaire. C'est le cas d'une cinquantaine de centres de santé au Rwanda. Dans les provinces reculées, le solaire peut changer le quotidien. La nuit, nous étions obligés de faire accoucher les femmes à la lampe à pétrole. Pour suivre nos malades, il fallait utiliser les bougies ou les lampes torches. C'était très difficile. Dès 2007, le Rwanda a misé sur l'énergie solaire avec la centrale du Mont Jali qui domine Kigali. Nous avons 4000 panneaux solaires. Chacun a plus ou moins 60 watts. Ça veut dire 250 kW ensemble. C'est grâce à un partenariat avec une province allemande que cette centrale, l'une des plus grandes d'Afrique, est née. Le Rwanda devait absolument diversifier ses sources d'énergie. Il y avait la sécheresse en Afrique de l'Est il y a 6 ans. Et cependant, le Rwanda était presque complètement dépendant sur les hydrauliques. Et il n'y avait pas la pluie, comme ça les lacs étaient sont presque tombés secs. L'électricité est achetée puis distribuée par le gouvernement. Une nouvelle centrale devrait bientôt voir le jour. Il faut comprendre que le rôle de l'État, c'est d'initier. Et une fois que nous avons atteint le stade d'initiation, où les gens voient déjà l'impact que cela a, ça devient plus facile de s'ouvrir. Des collectivités suivent déjà le mouvement. Dans certains quartiers de Kigali, la nuit s'illumine grâce à des panneaux solaires sur les lampadaires. Un organisme gouvernemental est chargé de vanter les mérites de cette énergie renouvelable. Quand il y a besoin d'électricité et que le réseau ne va pas jusque-là, nous choisissons l'énergie solaire. Elle est énormément utilisée dans les écoles, dans les centres de santé et dans les administrations locales. De petits entrepreneurs se sont lancés à l'assaut du soleil. Voici un kiosque énergie équipé de panneaux solaires. L'électricité qu'il génère permet de charger des batteries, une caution, un peu d'argent et les habitants peuvent en disposer. Pour le moment, il n'y a que 25 personnes qui disposent de cet appareil. 25 personnes seulement. Cet appareil sert par exemple à recharger le téléphone, à écouter la radio et même à brancher la tondeuse pour les cheveux. Cela fait 1 an et 4 mois que je viens ici. Avant, on était éclairé seulement à la bougie et ce n'était vraiment pas facile. Au Rwanda, seuls 10% des ménages disposent de l'électricité. Le réseau national reste limité et il faut pouvoir se l'offrir. Les batteries de Deo Gracias ont donc encore de beaux jours devant elles. Voilà donc un exemple rwandais à suivre, surtout qu'il y a beaucoup de soleil sur le continent. Retour à l'actualité nationale. En deuxième région, une forte délégation des collectivités régionales était à Banamba hier mardi. C'était pour apporter le soutien des élus aux sinistrés de l'inondation de la semaine écoulée. Pour rappel, une forte précipitation s'était abattue sur Banamba le lundi 14 mai dernier, touchant plus de 400 ménages. Les élus y ont remis une enveloppe symbolique aux victimes de la catastrophe. Reportage de Seydou Traoré.
Après la visite de terrain du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, c'est au tour des collectivités et régions d'apporter leur soutien aux sinistrés de l'inondation du lundi 14 mai 2012. La délégation composée de l'équipe du conseil régional, du collectif des conseils de cercle et l'association des municipalités niveau région a pu échanger avec les élus, l'administration de Banamba et les chefs coutumiers sur les mesures élémentaires pour éviter de pareilles catastrophes. Avec 476 ménages touchés, le président du conseil régional qui pilote la mission a mis l'accent sur un changement de comportement et plus de vigilance des populations en ce début hivernal. Nous souhaitons vivement que de pareils actes soient légués à un lointain souvenir, que les populations vraiment s'approprient de nouvelles méthodes vraiment de construction pour que vraiment on puisse sursoir désormais à ça définitivement. Nous sommes très contents et très comblés, car quand on est dans le malheur et qu'on voit ses proches et ses amis qui viennent vraiment vous aider, ça va vraiment droit au cœur. On est vraiment très contents pour la visite qu'ils viennent d'effectuer à notre niveau. Donc à l'avenir, comme ils l'ont dit, nous avons déjà commencé à prodiguer des conseils aux populations. Comme on le dit, en Bambara, Djita Temestrabla, le président du conseil régional, il l'a dit. Donc nous voulons que vraiment on tienne compte de ça et qu'on n'aille pas construire dans le lit du marigot. Et même quand on le fait, comme il l'a si bien dit, qu'on prenne vraiment des mesures spécifiques par rapport aux matériaux de construction. À ce jour, le comité de veille chargé de la gestion des sinistrés liés aux inondations à Banamba et environnant a pu recenser toutes les victimes et envisage d'ailleurs une redélocalisation des ménages sous la menace d'un débordement de la mare. Les visiteurs du jour ont remis une enveloppe symbolique aux sinistrés. La salle de conférence du gouvernorat de Caille a servi de cadre ce mercredi pour la remise de plus de 4 tonnes de vivres par le programme alimentaire mondial PAM aux déplacés du Nord à Caille. Cet appui alimentaire est adressé à environ 86 déplacés du Nord recensés dans la cité des Rails. Depuis Caille, la correspondance de Mahamadi Alioubari. Le PAM, Programme alimentaire mondial, dans le cadre de ses actions humanitaires, vient de remettre une importante quantité de vivres à l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Caille. Ce don est constitué de mil, de légumineuses et d'huile, le tout pour près de 2 millions de francs CFA. Le don est destiné aux 86 déplacés des régions du Nord qui ont été recensés dans la capitale des Rails. L'ensemble des partenaires du Mali, notamment le PAM, a aussi initié un programme d'urgence qu'on appelle EMOG pour accompagner le gouvernement dans sa mission régalienne qui est d'assister sa population pendant les crises. Dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'il y a eu un problème au nord qui a occasionné le déplacement de certains de nos frères. Et nous avons procédé à une révision budgétaire pour la prise en charge de ces déplacés. Prenant la parole, le président de l'association des ressortissants du Nord à Caille, Salif Kodjo, a remercié le PAM pour ce don et les familles qui ont accepté d'accueillir ces déplacés du Nord à Caille. Le gouverneur de région se réjouit de cette action de solidarité en faveur des déplacés du Nord. Cet élan de solidarité, il est devenu aujourd'hui national, puisque nous le voyons à la télé, nous entendons à la radio tout ce qui se passe dans les autres régions par rapport à cet accueil de nos parents qui se sont déplacés vers le sud. Nous l'avons toujours démontré au niveau national, notre Djatigia, à l'endroit des étrangers, à fortiori, à l'endroit de nos parents, à nous-mêmes déplacés. Le gouverneur a aussi demandé à l'ensemble des participants à cette cérémonie de prier et de faire de bénédictions pour qu'il y ait plus de quiétude et de paix dans notre pays. Nous restons à Caille où a eu lieu le lancement hier des activités des premières journées citoyennes des radios et paix organisées par la coordination régionale de l'URTEL de Caille. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une conférence débat sur le rôle des sociétés minières dans le développement local et régional, cas de la CEMOS SA et de Yatela SA. Idrissa Goulo Sissoko nous en dit plus. C'est parti pour la première édition des journées citoyennes radio et paix organisées par la coordination régionale de l'URTEL. 3 jours durant, les animateurs de plus de 60 radios de la région verront leur capacité renforcée à travers une formation et des conférences débat. À partir de ces journées citoyennes, l'ensemble de la presse, les 64 radios de la région de Caille
s'engage ici aujourd'hui à Kaï, à accompagner les autorités de la transition au Mali. Le représentant du maire de la commune urbaine de Kaï s'est réjoui de la tenue de ces journées. Abondant dans le même sens, le secrétaire général de l'URTEL, Aliou Djim, a annoncé que d'autres formations seront organisées à l'intention des radios libres de la région. Les autorités régionales ne sous-estiment pas le rôle combien important des radios libres dans la cohésion sociale, surtout par les temps qui courent. Le gouvernement du Mali accorde une toute particulière attention à cette première édition des journées citoyennes Radio et Paix, qui consiste à porter des messages pour la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale. C'est pourquoi je me réjouis du bon maillage de la région de Kaï par les radios libres, les radios de proximité. Leur impact sur les aspects linguistiques et culturels du terroir est immédiat et indéniable, toute chose qui facilite la communication. L'autre temps fort de ce lancement aura été la communication sur la contribution des sociétés minières CEMOS SA et Yatela SA dans le développement local et régional. Isiaka Sidibé, directeur du développement social et communautaire de CEMOS SA, dira que les mines ont versé au titre des impôts et taxes de 1996 à 2010 plus de 390 milliards de francs CFA pour la CEMOS SA et plus de 17 milliards de francs CFA pour Yatela. Aussi a-t-il présenté le plan d'action pour le développement intégré PADI, un projet qui appuie les populations autour des mines dans l'agriculture, l'élevage et la microfinance. Les sociétés minières ont injecté plus d'1 milliard de francs CFA dans ce projet. Ce communiqué a porté à votre attention le ministre de la Jeunesse, du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle communique en application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du vendredi 25 mai, journée de l'Afrique, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Nyanya Aliou Traoré. À 20h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur votre télévision nationale.